Our second session is about community involvement in the management and safeguarding of urban heritage. And we have two very diverse case studies, one that deals with a grand place in a well-known city and one that deals with a redundant operating industrial and transport site, showcasing different ways in which communities can become involved. Our first case study is the Grand Place of Brussels, shared management, and it will be jointly presented by Ms. Paula Cordero, who is the architect site manager of the Grand Place, and by Mr. Michael Gutting, the Director General of the Urban Planning Department. Would you please make them welcome? Bonjour, ça marche? Oui. Bonjour, donc la présentation sera en français. Ma collègue Paula Cordero et moi-même allons vous présenter, vous partager aujourd'hui notre expérience en matière d'implication des communautés locales dans la gestion de la sauvegarde du patrimoine. Nous allons d'abord vous présenter brièvement la Grand Place de Bruxelles et le contexte de son inscription au patrimoine mondial. Et nous vous expliquerons ensuite comment nous avons essayé d'impliquer la communauté locale dans la gestion, la promotion et la valorisation du site. Les origines du site primitif de la Grand Place remontent aux alentours du XIIe siècle, quand les premières maisons furent construites à la proximité d'un terrain marécageux. Depuis le Moyen Âge, la Grand Place constitue le centre économique et politique de Bruxelles. Presque tous les immeubles bordant la Grand Place ont été détruits en août 1695 lors du bombardement de la ville par Louis XIV. La reconstruction sera rapide mais sévèrement contrôlée par les autorités. Pour des raisons tant économiques que politiques, les bâtiments détruits sont réédifiés sous le modèle de maisons étroites, reprenant le découpage parcellaire médiéval. Chaque propriétaire rebâtit sa maison dans un style baroque hybride, particulièrement inventif. Vers 1850, le mauvais état de conservation des façades retient l'attention du bourgmestre de l'époque. C'est une première reconnaissance de la valeur patrimoniale du site. Une convention est établie alors entre la ville et le propriétaire qui charge la ville de restauration. Les propriétaires ne peuvent pas faire des travaux sans autorisation de la ville. Les travaux sont allés de la simple restauration à la reconstruction complète des façades. L'intervention légale et financière de la ville dans la gestion des biens privés à valeur patrimoniale précède donc de près d'un siècle l'inscription des façades des maisons de la Grand Place sur la liste des biens classés à Bruxelles. Les premiers bâtiments classés sont l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi en 1936. Et en 1977 seulement, les façades et toitures des maisons de la Grand Place ont été classées. En 1998, la Grand Place de Bruxelles a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Les deux critères retenus étaient premièrement que la Grand Place est un exemple exceptionnel du mélange éclectique et très réussi des styles architecturaux et artistiques caractéristiques de la culture et de la société de cette région. Le deuxième critère retenu était par la nature et la qualité de son architecture, la Grand Place illustre remarquablement l'évolution et les succès d'une cité marchande du nord de l'Europe à l'apogée de sa prospérité. C'est un ensemble de 31 maisons privées, plus 2 bâtiments publics, l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi. Le site a une superficie de 1,48 hectare
et il est entouré d'une zone tampon de 20,93 hectares. Cette reconnaissance internationale fut l'occasion pour la ville de Bruxelles d'élaborer une série de plans d'action et d'entamer divers chantiers. Une étude historique et architecturale a été entamée en 1999. Sur base des plans d'archives et des visites sur place, l'historique de toutes les transformations de chaque maison a été reportorié. Cette étude a abouti à une publication. Le même type d'étude a été réalisé pour l'ensemble du bâti dans la zone tampon. Réalisée îlot par îlot, elle reprend systématiquement chaque maison, environ 700 biens. Une cartographie a ainsi été établie reprenant la date de construction des maisons. Cette étude est également utilisée comme outil de travail par les services de la ville pour guider les propriétaires des maisons lors de la réalisation des travaux. L'étape suivante fut l'établissement d'un état de lieu des façades des maisons de la Grande Place, lequel a été suivi par une campagne de restauration entamée en 2014 et terminée en 2016. La restauration du XIXe siècle, très bien documentée, a servi de base pour établir la méthodologie pour les travaux de restauration des façades. En 1998, lors de l'inscription de la Grande Place de Bruxelles sur la liste du patrimoine mondial, l'exigence d'un plan de gestion n'était pas encore d'application. Par la suite, afin de se conformer aux prescriptions de l'UNESCO, la ville de Bruxelles a entrepris l'élaboration d'un tel plan qui a permis de mettre en perspective l'ensemble des actions et projets développés depuis une dizaine d'années. Le rassemblement de la totalité de ces actions et de ces projets en cours nous a permis de structurer le plan de gestion autour de 5 objectifs stratégiques. Premièrement, la gouvernance. Deuxièmement, la conservation du patrimoine en garantissant son intégrité et son authenticité. Troisièmement, le développement d'une mixité de fonctions. Quatrièmement, l'amélioration du cadre de vie. Et enfin, cinquièmement, la sensibilisation, la promotion, l'échange et le développement touristique. Ces objectifs stratégiques sont divisés en objectifs spécifiques qui sont eux-mêmes déclinés en plans d'action. Suite à la Convention de Faro de 2015, l'UNESCO insiste sur le fait d'intégrer les populations locales dans le processus de gestion des sites reconnus patrimoine mondial. Pour répondre à cette demande, lors de la révision du plan de gestion pour une période de 6 ans, 2016 à 2021, des consultations publiques ont été organisées par la ville de Bruxelles sous forme de questionnaires électroniques et d'un atelier participatif. Les 3 objectifs de cette consultation publique étaient de prendre connaissance du plan de gestion, de faire réagir les différents interlocuteurs de la zone, de proposer des améliorations au plan de gestion. Et le but était de recueillir l'opinion et la perception des habitants, commerçants et utilisateurs de la zone et de fournir des informations sur les interventions qui se déroulent sur le site. Le public ciblé sont les habitants et les commerçants de la zone. Sur place, on a fait installer des totems d'information. 7 totems ont été placés à leurs entrées de la zone tampon. Des publications dans la revue et sur le site web de la ville, ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, et des distributions de toutes boîtes dans la zone tampon. Le questionnaire en ligne était composé de 8 questions en fonction des objectifs stratégiques du plan de gestion. Au total, le temps nécessaire pour répondre au questionnaire en ligne a été estimé à environ 5 à 10 minutes. Les participants ont également été invités à s'identifier, habitants, commerçants, etc., et mentionner s'ils souhaitaient être informés des ateliers participatifs. Les questionnaires étaient disponibles sur le site de la ville de Bruxelles et ont été distribués en toutes boîtes dans la zone. La ville a reçu 391 réponses, mais seulement 121 étaient entièrement remplies.
Vous pouvez voir dans le graphique qu'il a eu plus d'habitants qui ont répondu, 59% dans le total des occupants de la zone. Voici maintenant le détail des questions du questionnaire et les réponses reçues. Concernant la reconnaissance par l'UNESCO, à la question « Retirez-vous un intérêt public de cette reconnaissance internationale ?», 64% ont répondu oui. Concernant la gouvernance, à la question « Selon vous, quelles devraient être les priorités pour le secteur commercial ?», parmi les différentes actions proposées dans le plan de gestion, voici dans l'ordre les actions qui ont été choisies par les répondants. Premièrement, préserver et valoriser le patrimoine par l'aménagement de devantures commerciales de qualité. Deuxièmement, assurer une bonne cohabitation entre commerce et logement. Ensuite, assurer la visibilité des commerces par des enseignes de qualité. Créer un label de qualité. Et enfin, renforcer l'identité commerciale de certaines rues. Concernant la conservation de ce patrimoine, à la question « Que vous soyez habitant ou commerçant, la restauration des façades de la Grand Place a-t-elle eu un impact sur votre quotidien ?» À notre grande déception, 65% des gens ont répondu « non ». Concernant l'habitat et le commerce, à la question « La réhabilitation de ces immeubles de commerce et de logement a-t-elle eu un impact sur votre quotidien ?» 77% ont également répondu « non ». À la question « À quel type d'action pour la réhabilitation de cette zone seriez-vous intéressé de participer ?» La réponse a été la création d'une plateforme de discussion avec les principaux intervenants pour établir des priorités pour la zone. Concernant les espaces publics, à la question « Selon vous, quelles devraient être les actions prioritaires pour les prochaines années ?» Parmi les différentes actions proposées dans le plan de gestion, voici dans l'ordre les actions qui ont été choisies. Premièrement, amélioration de la propreté publique, et oui. Deuxièmement, rénovation des voiries. Troisièmement, diminution des nuisances sonores. Quatrièmement, le développement d'un mobilier urbain de qualité. Cinquièmement, le développement d'un projet de qualité pour les terrasses de la Grand Place. Sixièmement, le développement d'une signalétique spécifique dans la zone. Septièmement, la création d'un catalogue de mobilier de terrasse. Et huitièmement, l'amélioration de l'éclairage public. Concernant la communication, à la question « Considérez-vous que la diffusion de l'information touristique sur cette zone est suffisante ?» La réponse est non à 62%. Et à la question « Quelles pourraient être selon vous les actions prioritaires pour améliorer celle-ci ?» L'action sélectionnée a été « Développer des parcours attractifs à vocation patrimoniale et culturelle ». En ce qui concerne l'atelier participatif, à la question « Voulez-vous être informé des ateliers participatifs ?» La réponse était également non à 55%. Malgré la réponse aux ateliers participatifs, nous avons organisé le 7 décembre 2016 un premier atelier participatif en invitant toutes les personnes qui avaient répondu « oui ». Pour l'animation, nous avons fait appel à un bureau externe. Les participants étaient des habitants et des commerçants du périmètre concerné. Nombre de participants, 20. Fonctionnement de l'atelier. Les participants ont été invités à s'installer à 2 tables qui ont été préparées de manière thématique, sur base des résultats du questionnaire. 3 sujets sont proposés à la discussion. Premier, le commerce. 2, l'habitat. 3e, l'espace public. Pour chacun de ces sujets, des propositions, des pistes d'action étaient préparées afin de guider les discussions. Comment améliorer la situation commerciale? Comment augmenter l'habitabilité? Comment aménager l'espace public? Est-il opportun de créer un conseil consultatif? Un élément qui est ressorti de cette première rencontre,
c'est l'importance d'établir un réseau d'échanges et de se rencontrer régulièrement pour faire participer les habitants et commerçants à la gestion du site patrimonial. En conclusion, la mise à jour du plan de gestion de la Grand Place de Bruxelles a été une opportunité précieuse pour améliorer notre communication et engager un dialogue avec la population locale et les commerçants. La consultation du public nous a aussi permis de définir des priorités dans les différentes actions reprises dans notre nouveau plan de gestion. Cependant, malgré la communication importante, affichage in situ, réseaux sociaux, site internet de la ville, distribution de livrets en toute boîte, le taux de participation a été relativement faible. Plusieurs éléments peuvent expliquer le faible taux de participation. Il est difficile de trouver un moyen d'attirer l'attention du public et surtout d'obtenir plus que quelques minutes d'investissement personnel pour répondre à des questions. En effet, de nombreuses personnes n'ont pas pris la peine de répondre à toutes les questions posées dans le questionnaire. Par ailleurs, s'agissant d'une zone touristique, le nombre d'habitants est relativement faible. De plus, les commerçants, pour la plupart, n'habitent pas dans le quartier et ne sont pas personnellement présents dans leur commerce. Enfin, les réponses sont parfois décevantes parce qu'elles reflètent les préoccupations très terre-à-terre comme la propreté publique, alors que les importants investissements que la ville a consentis dans la restauration du patrimoine ne sont pas particulièrement appréciés. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette consultation ? D'abord, qu'il est important de trouver les bons médias pour atteindre un large public. Il est également important de poser les bonnes questions pour que les réponses puissent être utilisées, utilisables. Il est important de prévoir un questionnaire limité pour ne pas décourager les participants. Il ne faut pas uniquement dépenser beaucoup d'argent pour restaurer le patrimoine, mais il faut aussi investir parallèlement dans la propreté et la sécurité qui sont et restent les principales préoccupations des citoyens. Nous devons être attentifs aussi à maintenir et à attirer des habitants dans la zone touristique. Nous devons trouver un juste équilibre entre l'attraction des touristes et les bonnes conditions d'habitabilité. Nous devons être attentifs à renforcer l'implication de la communauté locale. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que notre expérience vous sera utile et nous sommes ouverts à toutes les questions que vous auriez sur le sujet. Merci. Well, I thank Mikhail and Paula for that presentation, which raises a trend that I think has been common in a number of World Heritage cities, indeed World Heritage properties over recent decades, which is the move away from a solely expert-based management planning decision-making framework to one which is consultative and seeks to engage with local communities, which means that the skill set for those involved in preparing such plans also needs to change, not just to be an expert, but also to be a consultative facilitator. The presentation clearly highlighted some of the themes raised by Professor Turner in relation to changing technologies and social media, and while it's clear that the level of participation in the online survey was not great. This was the first one, and online surveys seem to offer an enormous opportunity for engaging with people. I think what was also interesting is that a number of the issues that were highlighted at the beginning of our session have been addressed, asking people who are affected by the decision and beginning to understand the impact of World Heritage and decision-making
on local people. So we have a little while for some questions or comments, and I would remind you please to identify who you are, and there is a roving microphone available. Are there some questions? There's 2 questions down here. You will have to consult with each other about who goes first. Merci. Oui, je crois que vous n'avez pas pu utiliser le mot association, me semble-t-il. Cela veut dire qu'il n'y a pas, autour de la Grand Place de Bruxelles, il n'y a pas des associations qui seraient dynamiques, des associations des amis de la Grand Place ou associations de commerçants, où votre travail a été en direct, si j'ai bien compris. Vous avez lancé un questionnaire et les habitants, enfin les gens intéressés, répondaient ou ne répondaient pas. Mais vous n'êtes pas passé à travers un tissu associatif, mais peut-être qu'il n'existe pas ou peut-être est-il faible. Ça marche, oui. Le tissu associatif est très faible autour de la Grand Place et je pense que c'est aussi dû à son caractère très touristique. C'est qu'il est difficile de fédérer les habitants qui sont et restent trop peu nombreux. Donc il n'y a pas de réelle association d'habitants dans le périmètre direct autour de la Grand Place. Il y en a dans les quartiers périphériques, toujours dans le centre-ville, mais pas vraiment dans la zone tampon, qui est quand même relativement limitée, on l'a dit tout à l'heure, autour de la Grand Place. Et quant aux associations de commerçants, il y en a qui défendent vraiment des intérêts purement commerciaux des commerçants. Il y en a une qui est active et qui a d'ailleurs participé aux ateliers participatifs. Et en fait, pour qu'il y ait une association qui fonctionne, il faut que la personne à la tête de l'association soit quelqu'un de dynamique et de convaincu. Et donc, pour cette association-là, c'est le cas. Et c'est un commerçant qui habite le quartier. Et c'est un cas rare et qui a réussi à fédérer autour de lui des gens. Et je pense que si on a eu de la participation de certains commerçants, c'est grâce à cette association. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris le pli de passer par les associations, mais on a essayé de faire quelque chose de très large. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne piste de réflexion qu'à l'avenir, pour un tel sujet, pour essayer de toucher plus de monde, effectivement, on peut envisager d'essayer de d'abord passer par les associations qui peuvent relayer au niveau plus local à ce moment-là. Merci pour la proposition. Thank you. Yes. Oui, Bruno Delas, je suis en charge du plan de gestion de la ville de Lyon. Je ne voudrais pas que la ville de Lyon mobilise la parole. Nous n'étions pas coordonnés. Je voulais déjà vous remercier de vous être prêté à cet exercice critique, d'avoir cette évaluation de votre action. Et comme mes cheveux blancs peuvent peut-être le laisser penser, j'ai une longue expérience professionnelle derrière moi et j'étais confronté dans les processus de participation citoyenne à des difficultés similaires à celles que vous évoquiez. Et il y en a une que vous n'avez pas évoquée, qui pour moi est peut-être la plus grande difficulté que j'ai rencontrée dans les projets que j'ai conduits, c'est la question de la gestion du temps. Je me rends compte que le temps des projets urbains n'est pas le temps du citoyen. Et c'est une difficulté tout à fait majeure. Je pourrais avoir toute une série d'anecdotes, ce n'est pas le lieu de les présenter, mais entre la vie du citoyen et la vie des projets, qui parfois sont des projets notamment d'initiative publique, qui parfois sont extrêmement longs en termes de procédures administratives, de montage technique, de montage financier, etc. Très souvent, on conduit un processus de concertation avec les habitants à un instant T, et le projet n'est terminé que des années, voire des dizaines d'années plus tard. Et donc, c'est plus les mêmes habitants, c'est plus le même environnement. Et donc, je trouve que cette question de la gestion du temps est une difficulté majeure dans le processus participatif. Est-ce que vous êtes confronté à cette question-là ? Et ma question, finalement, aussi, peut être transversale à toutes les études de cas qui ont été examinées dans la journée. Cette question me paraît importante. Oui, c'est vrai que ce qui ressort en fait de cette consultation, c'est que la population
qui s'est prêté au jeu, à des préoccupations très terre-à-terre, effectivement, qui sont les préoccupations du quotidien. Les commerçants, leur préoccupation, c'est d'avoir une enseigne, une devanture qui attire le client, d'avoir une enseigne qui puisse attirer le client. Au niveau des habitants, ça reste que leur quartier soit propre, calme. Et finalement, les enjeux patrimoniaux, on a l'impression que ça les dépasse un petit peu. Donc c'est vrai que la restauration de la Grand Place a été une campagne de longue haleine qui s'est terminée l'année passée. Mais ça a été un chantier de 12 ans, morceau par morceau, afin de pouvoir faire tout le tour, de restaurer toutes les façades. Et nous sommes convaincus, même si les réponses ne sont pas très positives à ce sujet, nous sommes convaincus que c'était important de le faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être travailler la communication pour réussir à convaincre les habitants et les commerçants du quartier que c'était effectivement important de faire cette restauration des immeubles de la Grand Place, parce que voilà, c'est une préoccupation, comme Bruno le dit, sur du plus long terme, et ça les touche probablement moins. Ça marche? Oui. Non, comme Michael vient de parler, on a remarqué, par exemple, pendant la durée des chantiers qui ont été organisés îlot par îlot, que la gestion quotidienne du chantier, la partie plus difficile, c'était la relation précisément avec les habitants et les commerçants, principalement les commerçants. Parce qu'ils sont très préoccupés avec le manque de clients et le fait qu'on est en train de restaurer de ces façades du patrimoine mondial. Ça ne les intéresse pas. C'est très difficile à gérer le quotidien dans un chantier, dans ce site patrimoine mondial. Sorry, I was just waiting for the translation to catch up. I would observe from the chair in relation to this dialogue two things. Firstly, that while community engagement processes inevitably do take a lot longer, they also inevitably lead to less contested issues along the way. So it's a longer time planning, but less energy and resources needed to resolve problems that arise because there was not consultation. And the other observation I would make is that you could interpret a low participant response as the fact that people are quite happy at the moment. If they are only raising low-level issues and there are only a few of them, then things are probably quite good from the point of view of the community, because when the community is not happy, then you get very substantial and extensive responses to these kind of processes. I think we had one more comment or intervention down here and then one over here, and then we may need to move on. Merci beaucoup. If there's time. Zoubair Mohli, je suis coordonnateur régional de l'OVPM pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Je voulais juste demander, la réhabilitation des façades qui était faite, elle était financée par qui? Ça m'intéresserait de savoir si les propriétaires des immeubles avaient participé à ça. Et puis, si l'enquête avait aussi touché les vendeurs qui venaient sur la place de manière temporaire. Je crois que la place est occupée pendant le matin par d'autres vendeurs. Est-ce que l'enquête les a intéressés aussi? Merci. Voilà, la Grand Place, c'est un cas particulier. Comme on a mentionné dans la présentation, depuis le 19e siècle, il y a une convention signée entre la ville et les propriétaires des maisons. Et le fait d'existence de cette convention, la ville est chargée de payer les travaux de restauration. C'est une convention assez particulière qui détaille bien les devoirs de chaque partie. Et en fait, la ville paye tout ce qui est restauration de tous les éléments de la façade, sauf les menuiseries. C'est un cas curieux, mais c'est comme ça. Alors, un autre aspect, c'est qu'en Belgique, à Bruxelles, la restauration des monuments classés a des subventions de 80%. Ça veut dire que les travaux, dans le cas des façades de la Grand Place, ont été payés par la région de Bruxelles-Capitale, 80%, et 20% par la ville de Bruxelles.
aux propriétaires et simplement demander d'intervenir sur tout ce qui concerne la menuiserie, les châssis, les portes. Sinon, c'est la ville qui paye le... Par rapport aux occupants de la Grand Place, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, de vendeurs qui s'installent sur la Grand Place, sauf un marchand de fleurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas... Je pense qu'il a reçu l'information, mais on n'a pas eu d'écho sur... Mais ce n'est pas vraiment une place où il a un marché tous les jours. Can we have the microphone over here, please? I think it's Zabet. And then could we have this microphone up the back just in case we have time? Oui, bonjour. Zabet Tilak Singh, directrice exécutive de Global Philadelphia. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez donc parlé du public et le fait que le public trouvait que la ville n'était pas assez, je crois, nettoyée, assez propre. Et vous avez aussi parlé des SDF, sans domicile fixe, évidemment un problème dont beaucoup d'autres villes font face. Et je voudrais que vous approfondissiez un peu cette question et nous en parler un peu plus, car je crois que ça a beaucoup de practicalité pour beaucoup d'autres villes. Merci. Oui, c'est une vaste question et je pense que nous n'avons pas de réponse toute faite. C'est des problèmes effectivement auxquels nous sommes confrontés et pour lesquels nous avons des difficultés à trouver des solutions. Pour ce qui est des SDF, effectivement, je pense que le centre-ville attire particulièrement cette population. Nous développons des actions sociales pour essayer de leur proposer des logements, des abris de nuit, mais malgré tout, même s'ils vont la nuit dans les abris, la journée ils reviennent dans la rue et c'est une politique sociale qui est menée pour essayer de réintégrer ces gens dans la société, mais qui est une politique qui est difficile à mener. La ville de Bruxelles attire aussi beaucoup de migrants et donc de personnes qui sont en trajet entre parfois des pays assez lointains qui souffrent de situations politiques et économiques très difficiles et qui sont en chemin souvent vers la Grande-Bretagne qui est un petit peu l'Eldorado et leur chemin passe souvent par la Belgique et il y a des arrêts à Bruxelles où ils restent un certain temps parce que l'accès vers la Grande-Bretagne est assez fermé et donc c'est assez difficile d'y entrer. Donc on a effectivement cette population qu'on essaye de gérer au mieux par différents abris, mais effectivement qui reste une des composantes de la ville. Alors l'autre partie de la question, c'était la propreté, oui, la propreté. Pour la propreté, en fait, je pense que c'est aussi culturel. Et c'est vrai qu'en étant ici en Corée, on se rend compte que culturellement, visiblement, la propreté est perçue différemment en Corée et dans nos villes d'Europe ou d'Europe du Sud. Je pense que ce côté est plutôt, cette caractéristique est plutôt caractéristique du Sud. Et vous savez, Bruxelles est un petit peu entre le Sud et le Nord, mais pour la propreté, c'est plutôt le Sud en fait. Et donc c'est vrai que on fait des efforts, on a beaucoup de personnel dans les rues pour nettoyer les rues, mais il y a une sorte d'indiscipline des habitants. Donc on a des sanctions administratives. Je pense que toutes les semaines, le collège prononce des sanctions administratives à l'égard des personnes qui sont prises en flagrant délit de polluer l'espace public. Et voilà, tous les matins, on a des équipes qui nettoient, mais malgré ça, le sentiment de ville pas toujours très propre reste présent. Et donc, on y travaille, mais c'est vrai que c'est difficile à faire passer. Thank you. Thank you. We will take just one, if we could have a succinct question and a brief answer, we'll have time for one more. It's up the back, please.
just a quick one. My name is Anna Zasatinskaya. I represent the city of Warsaw. I was just wondering about this low rate again. And do you think that maybe the reason was that the question you asked was not relevant enough for the residents to answer the questionnaire? And do you have any data of how many people started to fill in the questionnaire but haven't finished? Thank you. Well, according to the result, it was 391 that start to fill the questionnaire and they didn't complete. Only 121. About the kind of questions, we organized to prepare the question. I speak in French. Pour le questionnaire, c'est plus rapide. Pour préparer le questionnaire, on a organisé des réunions entre les différents acteurs de tant la ville que la région de Bruxelles-Capitale pour décider quel type de questions on allait formuler. Mais l'idée de base, c'était quand même que les gens prennent connaissance des actions qui étaient dans le plan de gestion. Alors on a fortement lié toutes les questions à toutes les actions qui sont dans le plan de gestion. Parce qu'on a trouvé que c'était un moyen de passer l'information vers les populations sur ce document. Peut-être que là, on aurait pu faire un autre choix, mais là, le choix, c'était vraiment le premier pas de faire la divulgation du document auprès de la population et à partir de ça, inciter les gens à nous faire modifier ce document et participer vraiment à l'élaboration de stratégies pour la zone.